Bonsoir à tous. Qui a utilisé des armes chimiques en Syrie et pourquoi? Et est-on bien sûr d'ailleurs qu'il s'agit d'armes chimiques? Comment, en tous les cas, ne pas s'indigner devant des photos d'enfants morts gazés? La guerre en Syrie est-elle à un tournant? Pourquoi Barack Obama, qui avait parlé de ligne rouge au sujet de l'utilisation d'armes chimiques, ne décide-t-il pas aujourd'hui d'intervenir? Et puis cette guerre peut-elle entrer en résonance avec le désordre qui règne en Égypte? C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, que nous avons décidé d'intituler ce soir « Syrie, la ligne rouge ». Alors pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Randa Kassis. Bonsoir, vous êtes journaliste syrienne en exil à Paris. Vous présidez le mouvement de la société pluraliste et vous avez été membre du Conseil national syrien. Nous accueillons également Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, professeur à l'ESG Management School, maître de conférences à Sciences Po. Et votre dernier ouvrage s'intitule « De quelques idées reçues sur le monde contemporain », c'est aux éditions Autrement. Nous accueillons également Robert Solé, vous êtes écrivain, journaliste d'origine égyptienne, auteur du Pharaon renversé aux éditions Arène. Et vous venez également de sortir une biographie sur Anwar el-Sadat chez Perrin Éditeur. Et enfin, nous accueillons Jean-Dominique Mercier, vous êtes journaliste spécialiste des questions militaires à l'Opinion, auteur du blog Secret Défense, et votre dernier ouvrage s'intitule La mort de Ben Laden, c'est aux éditions Jacob Duvernay. Randa Kassis, selon vous, Bachar el-Assad a-t-il, oui ou non, utilisé des armes chimiques? Et si oui, pourquoi l'a-t-il fait? Tout à fait, c'est ça la question. Je crois qu'il faut garder la prudence. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut que les enquêteurs arrivent à avoir un libre accès à toutes les zones où s'est passée, bien sûr, cette attaque des armes chimiques. Personne ne peut savoir si vraiment ça a été utilisé. Et on ne peut pas savoir de quel côté aussi ça a été utilisé si c'était le cas. Oui, le régime est capable de le faire, mais il nous faut une raison. Il faut savoir pour quelle raison a fait. Et nous savons, en sachant qu'il est aujourd'hui en train de gagner sur le terrain, que les enquêteurs, les observateurs de l'ONU, ils sont aujourd'hui à Damas. Pourquoi ne laisse-t-il pas les enquêteurs qui sont à Damas, vous venez de le dire, les enquêteurs qui sont là pour vérifier qu'il n'y a pas d'utilisation d'armes chimiques, pourquoi ne les laisse-t-il pas aller à cet endroit précis? Ça tendrait à prouver qu'il est coupable et qu'il ne veut pas que les enquêteurs aillent sur le lieu de son crime. Tout à fait, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de réponse des deux côtés. Les rebelles aussi, les groupes rebelles qui contrôlent cette zone-là, ce que moi j'ai reçu la dernière dépêche, empêche de l'AFP. C'est marqué, les rebelles empêchent les enquêteurs d'avoir accès à ces zones-là. La Russie et les Américains veulent une totale coopération de la part de régimes et des groupes rebelles, ce qui veut dire aussi que si la Russie accuse les rebelles d'une provocation, ça veut dire qu'elle n'est pas au courant de cet acte-là. Et pour cela, je dis, est-ce que le régime est tellement fou pour commettre un acte pareil? À vrai dire, allez, dites-nous ce que vous pensez. Non, je ne pense rien, à vrai dire. Tout simplement, il faut être vraiment prudent dans cette histoire. Ça pourrait être bien sûr, de la part de régime, pour un calcul. Alors, si vraiment les informations de Figaro étaient vraies, ce qu'ils ont dit aujourd'hui, qu'il y avait un commando de 300 personnes, des membres, où il y avait des membres de CIA. Alors c'est une hypothèse, si c'était le cas, oui, peut-être là nous pourrons dire que oui, c'est une raison pourquoi le régime a utilisé les armes chimiques. Est-ce que ça semble crédible? Alors parce qu'on a envoyé 300 mercenaires qui sont soi-disant au sud de la Syrie, puisque c'est ça la thèse du Figaro, c'est qu'il y a un petit commando de 300 mercenaires qui auraient pénétré la Syrie, et le résultat paraît disproportionné. Je gaze des enfants, je fais 1300 morts, alors qu'il y a les enquêteurs de l'ONU à 5 minutes. Il l'a déjà dit. Moi je dis si vraiment c'était le cas, oui, nous pouvons comprendre la raison. Il y a aussi une autre raison. On a peur, j'ai peur aussi d'avoir une manipulation de la part de certains groupes rebelles ou de la coalition pour pousser la communauté internationale à intervenir ou à armer les rebelles. Alors, nous savons, en sachant que la communauté internationale, de toute façon, aucun pays ne pourra ou n'interviendra en Syrie militairement. Et armer les rebelles, c'est une autre question. Il serait même irresponsable d'armer des groupes que nous ne maîtrisons même pas.
la possibilité que ce soit une manipulation, qu'il y ait quelque chose une mise en scène macabre, elle est en pourcentage. Qui peut donner une opinion là-dessus? On se souvient de Timisoara en 89. À partir de là, on peut, dans une société de l'information multiple, de l'utilisation de l'image extraordinairement fine, y compris par des groupes ou des institutions qui ont moins de pouvoir que des régimes politiques. C'est plus seulement Staline aujourd'hui qui peut modifier à sa guise des images ou des cartes topographiques. On peut évidemment tout imaginer. Cela dit, objectivement, le régime toujours en place aujourd'hui à Damas dispose, et ça on le sait, c'est très objectif, dispose à la fois de stocks de gaz de combat, mais également des vecteurs, et notamment des obusiers, donc une artillerie puissante. Du côté de l'opposition, ce qu'on sait, c'est qu'il y a très peu d'artillerie et qu'évidemment, il n'y a pas d'aviation. Voilà. À partir de là, toutes les hypothèses, effectivement, sont ouvertes. Donc tout dénonce, tout accuse Bachar el-Assad. D'autant plus qu'a priori, selon ça a vous... été utilisé une première fois il y a quelques mois de cela. Et là, vos confrères du Monde, a priori, avaient apporté la preuve de l'utilisation parcimonieuse, tactique en quelque sorte, très localisée, mais de véritables gaz de combat par le régime d'Assad. Alors, puisque tout accuse Bachar el-Assad, mais pourquoi l'a-t-il fait? Il s'attendait bien à avoir une réaction. C'est de la provocation, sachant qu'il y a, je le rappelle, depuis dimanche dernier, des enquêteurs de l'ONU sur place, à 5 minutes de là où se sont produits les gazages. Jean-Dominique Mercier. Je crois qu'il faut parfois accepter le fait de dire on ne sait pas. Nous ne savons pas. Aujourd'hui, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé et encore moins pourquoi ça s'est passé. Donc, on peut en parler pendant des heures, mais ça vous honnêtement... semble surréaliste ou pas? Quoi, qu'est-ce qu'on ne sache pas? Qu'un leader gaze son propre peuple, écoutez, alors même qu'il y est sur place. Honnêtement, on ne voit pas l'intérêt qu'il avait à le faire ce jour-là dans ces conditions. Néanmoins, on ne sait pas exactement ce qui se passe au sein du pouvoir syrien. C'est peut-être plus compliqué qu'on ne le croit. Il y a peut-être des gens en désaccord entre eux. Il y a peut-être des choses. On ne sait pas. Ce n'est pas un univers transparent que ce qui se passe en Syrie. Et on est dans une opacité totale sur un certain nombre de sujets. On voit des vidéos. Ce que montrent ces vidéos, ces images, ce sont effectivement des gens qui ont été victimes d'une attaque chimique au neurotoxique, au gaz sarin vraisemblablement. Pour l'instant, nous n'avons pas les analyses. Parce qu'il faut qu'il y ait des analyses biologiques et on n'a pas les échantillons qui nous permettent de savoir, comme la dernière fois où la preuve avait été établie qu'il y avait bien eu. Donc, acceptons le fait, alors c'est très difficile pour les journalistes de dire ça, nous ne savons pas. Mais aujourd'hui, ce vendredi après-midi, nous ne savons pas ce qu'il s'est passé exactement et pourquoi ça s'est passé. C'est très embêtant pour nous, mais c'est le point de départ de notre discussion, je pense. Alors, l'opposition parle de 1300 morts à 5 minutes seulement du centre de Damas et de l'hôtel où se trouvent les enquêteurs de l'ONU. Bachar el-Assad est soupçonné d'avoir utilisé des armes chimiques. Reste cette question, pourquoi le leader syrien aurait-il ainsi décidé d'utiliser des armes aussi atroces contre son propre peuple? C'est un sujet de Barbara Steck. Des images insoutenables qui ont fait le tour du monde. Un bilan, 1300 morts selon l'opposition syrienne et une seule question, des armes chimiques ont-elles été utilisées ce mercredi 21 août à quelques encablures de Damas? L'attaque n'a pas encore été authentifiée, le conditionnel reste de rigueur, mais les indices concordent. Pas de blessures apparentes, pas de sang, des symptômes liés à l'utilisation d'agents neurotoxiques. L'attaque au gaz et notamment au sarin est alors envisageable. Tout ça très caractéristique des tableaux cliniques d'une intoxication neurotoxique. On voit bien expectoration bronchique, convulsions, pupilles dilatées, difficultés respiratoires. Elles sont effectivement très caractéristiques d'une utilisation d'armes chimiques malheureusement, et probablement. Aujourd'hui, les deux camps s'accusent. L'opposition syrienne accable les autorités. Aujourd'hui, Bachar a utilisé ce qu'on appelle le sarin. C'est ce qui était mentionné comme étant la ligne rouge lorsque le président Obama en a parlé. Le régime a dépassé cette ligne rouge et personne ne dit rien. Des autorités qui démentent fermement.
Le commandant central de l'armée syrienne affirme que ces allégations sont nulles, non avenues et totalement infondées. Ironie d'un sort dramatique, cette attaque s'est déroulée à seulement 5 minutes de Damas, où logent les inspecteurs de l'ONU censés enquêter sur différentes attaques chimiques. Mais impossible pour cette mission de se rendre pour le moment sur les lieux. Si les Nations Unies indiquent avoir été informées de 13 attaques chimiques jusqu'à présent, des premières preuves d'utilisation d'agents neurotoxiques avaient déjà été apportées par la France au mois de juin. Des échantillons rapportés par des journalistes puis analysés par le ministère de la Défense avaient confirmé la trace de gaz sarin, une information qui avait été alors affirmée par Laurent Fabius. Nous n'avons aucun doute sur le fait que les gaz ont été utilisés. Mais pourquoi une attaque à l'arme chimique dans cette région? Quel intérêt pour le régime d'Assad? En grande partie, certainement car c'est là qu'opèrent les unités de l'armée syrienne libre les plus combatives. Mais une hypothèse est aujourd'hui révélée par le Figaro. Le 17 août, un groupe de 300 rebelles syriens aurait franchi la frontière jordano-syrienne, soutenu par des commandos israéliens et jordaniens, mais aussi par des hommes de la CIA. Il s'agirait du premier contingent de combattants de l'armée syrienne libre formé par des Américains dans un camp d'entraînement en Jordanie. Ce serait cette pression militaire qui pourrait expliquer le recours aux armes chimiques par Bachar al-Assad. En juillet 2012, le porte-parole de la diplomatie syrienne avait publiquement affirmé que le régime n'utiliserait pas ce type d'armes, sauf exception. Ces différentes armes sont stockées et sécurisées sous la supervision des forces armées. Ils ne seront utilisés que dans le cas où la Syrie fait face à une agression extérieure. Jusqu'à présent, le conflit syrien a déjà fait plus de 100 000 victimes. Alors, question Internet. Une mise en scène organisée par les rebelles eux-mêmes est-elle envisageable? Quels sont le pourcentage de change? Oui, c'est possible, Frédéric Ancel? Dans l'absolu, comme on le disait tout à l'heure, c'est possible. On peut trafiquer des images. On le voit tous les jours dans le monde entier. C'est quand même, je dirais que c'est l'hypothèse la moins plausible par rapport à celle de l'utilisation authentique de gaz sarin par le régime. Pourquoi? Parce que ça a déjà eu lieu. Et parce que c'est le seul a priori à pouvoir en disposer. Quand vous voyez ces images, Jean-Dominique Mercier, elle vous donne l'impression d'être authentique, vous le spécialiste militaire? Ces victimes sans blessure, il paraît qu'on voit de la bave. Oui, on en a vu là, à l'écran sur l'ordinateur d'un excellent spécialiste des armes chimiques que vous interrogiez tout à l'heure. Oui, ce sont des manifestations d'une attaque aux neurotoxiques. Les neurotoxiques, ce sont des produits extrêmement dangereux. Le sarin en fait partie. Comment ça agit d'ailleurs? Alors ça agit. En fait, ce sont des produits qui ont été développés à partir des insecticides à l'origine. Et donc, ce sont des produits qui pénètrent dans le corps humain. Ce ne sont pas des gaz. En fait, c'est un liquide. C'est un liquide qui est vaporisé, qui fait une sorte d'aérosol et qui retombe sur les gens. Qui ne dure pas longtemps d'ailleurs. C'est la caractéristique du sarin, c'est-à-dire que y a eu une attaque au sarin en fonction de la chaleur et de la lumière. Quelques heures après, ou même peut-être quelques minutes après, on peut aller là et ce sera fini, ça aura disparu. Il faut prendre et donc ça pénètre par la peau, ça attaque le système neurologique, donc ça raidit les muscles, ça produit, on se met à saliver et on en meurt. Et on en meurt quoi? On peut plus respirer. On peut plus respirer. Le corps se bloque. On meurt rapidement. Pas forcément. Ça dépend des doses qu'on a reçues. Donc et on en meurt assurément. Est-ce qu'il y a non, parce que on peut, s'il y a des très très faibles doses, on peut s'en sortir. Il y a des traitements. Il y a des traitements pour en guérir. Enfin bref. Donc voilà, on est face à quelque chose qui ressemble effectivement énormément à une attaque aux armes chimiques. Mais bon. Et comment ça se... C'est interdit, ces armes chimiques. Ah oui, c'est totalement interdit. Alors pourquoi tolère-t-on? Je sais pas, quand quelqu'un a des armes nucléaires, on s'affole, on s'alarme, on refuse. Pourquoi tolère-t-on que très tranquillement, Bachar el-Assad ait des fioles? Alors comment ça se présente? Il a dans un garage? Non, ce sont des gros bidons. Des gros bidons. Là, on parle de plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines de litres qui ont été diffusés. Les fois précédentes. Donc on met ça sur une roquette, on envoie la roquette. Vous mettez ça dans un obus, une roquette ou une bombe, vous la larguez et vous faites
toute petite explosion. C'est pour ça que les gens n'apparaissent pas blessés, parce qu'il n'y a pas d'explosion violente. C'est simplement comme s'il y avait une sorte de nuage, vous répandez un nuage qui va tomber et qui va effectivement... Une pluie d'insecticides, sauf que malheureusement, ce ne sont pas des moustiques. Vous savez, exactement, c'est cette idée-là de la bombe anti-moustique que vous diffusez, c'est cette idée-là. C'est diffusé sur une grande échelle. C'est pas facile à diffuser. C'est des technologies assez complexes que les Syriens maîtrisent depuis la fin des années 80. Donc on le sait qu'ils ont un arsenal, un des plus grands, un arsenal important d'armes chimiques, comme les Israéliens, comme d'autres dans la région. Hein. C'est pas du tout quelque chose Et c'est toléré finalement. C'est toléré. Qu'est-ce que vous voulez faire Pourquoi on ne va pas les bombarder? Ça, c'est effectivement, on pourrait, mais si on se met à bombarder tous les gens qui font des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, on n'a pas fini. Juste une dernière question. Le côté anxiogène de ces gaz sarins, de ces gaz neurotoxiques, de ces insecticides, quoi. C'est sans saveur, sans couleur. Voilà. Ça ne sent rien. Vous dites ça fait pas de bruit, et finalement on se balade dans la rue. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'odeur, ça ne sent rien. Et quel est le symptôme? Le symptôme, c'est que tout d'un coup, vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus respirer. Pardon, voilà. Alors si jamais vous dites c'est un bidon, et il y en a plein partout, il y en a caché à Bachar à Damas. Alors, des djihadistes, ils prennent ce bidon, ce sont des produits ils vont le mettre au sommet de la Tour Eiffel. Ce sont des produits évidemment, on a en Occident la crainte d'attaques terroristes aux armes chimiques depuis des années. Il y a eu une attaque chimique terroriste dans le métro de Tokyo avec un gaz neurotoxique par cette secte, cette secte improbable. Voilà. Donc ce sont des choses qui, effectivement, ce sont des armes extrêmement dangereuses. Leur seul point faible, c'est que c'est très difficile à diffuser et par ailleurs, ça a une durée de vie très courte. Et donc, voilà. Robert Solé, quel est l'état des lieux aujourd'hui de ce qui se passe en Syrie? On a l'impression d'un conflit bloqué. Combien il y a de gens qui sont fidèles à Bachar el-Assad? En face, les rebelles, est-ce qu'ils sont tous les jours un peu plus puissants ou au contraire, est-ce qu'ils s'épuisent? Écoutez, on a bien souligné tout ce qu'on ne sait pas, il y a tout ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'on sait? Voilà. Alors déjà, pour revenir d'abord aux armes chimiques, on l'a dit, que les Syriens ont un arsenal chimique. Bachar el-Assad a dit qu'il ne l'utiliserait pas, sauf intervention occidentale. On le soupçonne de l'avoir utilisé, et c'est pourquoi il y a une commission d'experts de l'ONU qui est sur place aujourd'hui, non pas pour vérifier ce qui vient de se passer, mais pour les 3 autres cas qui ont eu lieu. Donc ça, on le sait. On sait aussi, et là je parle sous l'autorité du spécialiste militaire, qu'il sera très difficile, qu'il est possible qu'on ait mélangé ces gaz à des gaz anti-émeutiers, des gaz lacrymogènes, pour tromper, brouiller les analyses. Et ensuite, il faudra savoir qui les a utilisés. Tout ça est très compliqué. Ce qu'on sait, en revanche, parce qu'on a parlé de lignes rouges, tout ça, mais c'est qu'il y a d'abord, ce qu'on sait, on l'a vu, il y a des centaines de morts, des femmes, des enfants, des civils, et c'est insupportable. Il y a une escalade dans les armes utilisées en Syrie depuis quelque temps. On a commencé par des tirs à balles réelles, puis ensuite on a bombardé au canon, ensuite des bombardements aériens, puis des missiles balistiques, des bombes à fragmentation. Ce qui fait que moi, la ligne rouge... Qui dit escalade, ça veut dire des deux côtés, donc. Alors, oui, enfin, surtout du côté du pouvoir. Et ensuite, quand les rebelles ont été de plus en plus armés, ils ont évidemment utilisé de leur côté... C'est parce que le pouvoir constate une résistance très forte, bien sûr. Et puis, ce qu'on sait, enfin, c'est que ce conflit qui a fait 100 000 morts, ce conflit est considéré par les organisations humanitaires comme le plus grave depuis le Rwanda. Il y a 2 millions de réfugiés à l'étranger, dont 1 million d'enfants. Voilà déjà tout ce qu'on sait. Pourquoi ce conflit, qui dure depuis plus de 2 ans, qui a fait 100 000 morts, pourquoi est-ce que personne n'arrive à prendre le dessus? Et comment se fait-il que Bachar el-Assad soit encore aussi puissant si on dit que en face de lui, les rebelles sont de tous les jours plus nombreux? Frédéric Ancher. Je crois qu'il y a deux questions dans votre question. D'abord, il y a les rapports de force internationaux. Qu'en est-il? Les rapports de force. À 3 reprises au Conseil de sécurité, qui est réellement l'organe exécutif, le seul réel organe exécutif de l'ONU, donc de ce qu'on appelle la communauté internationale. À 3 reprises, Moscou et Pékin ont mis leur veto. On ne veut pas, je dis on, les Occidentaux, ne veulent pas risquer de conflit avec la Russie, ni de conflit énergétique, ni économique, et encore moins militaire.
On va revenir sur les aspects internationaux, etc., et stratégie internationale, Russie, alors Chine. ça, c'est une mais première sur chose. le terrain, Mais quel est l'état des forces? Écoutez, Qui est en train de prendre? Est-ce qu'il y en a un qui prend la main sur l'autre? Sur le terrain, vous avez un échiquier. L'arène, c'est l'aviation. L'arène des combats, d'ailleurs. C'est l'aviation, fin 20e, début 21e. Seul Bachar el-Assad en dispose. Ça, c'est certain. Là aussi, on le sait. Les deux tours, c'est-à-dire, on va dire l'artillerie, les chars et l'artillerie, sont aux mains de Bachar el-Assad, qui est réapprovisionné en permanence depuis plus de 2 ans. Souvenez-vous que la France et la Grande-Bretagne au Mali, au bout de un peu moins de 2 mois d'ailleurs, n'ont plus assez de munitions. Autrement dit, il faut appeler les Américains. 2 ans d'utilisation relativement massive de l'artillerie et de l'aviation. Réapprovisionnement permanent de la Russie et ça ne cessera pas. Et puis sur l'échiquier, vous avez en face surtout des pions. Alors avec des pions, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez avancer, ce sont des fantassins. Quand je dis des pions, évidemment, au sens noble et échiquéen du terme. Des fantassins. Alors vous avez beau en former avec les Américains, les Israéliens, les Jordaniens ou les Martiens, vous avez beau former des fantassins pour aller essayer de prendre Damas, c'est pas avec ça qu'on va réussir à faire chuter Bachar el-Assad. Donc à mon sens, le rapport de force, il n'a plus réellement évolué ces derniers mois, jusqu'au moment où le Hezbollah, chiite, libanais, mais également des pasdaran iraniens sont venus renforcer considérablement Bachar el-Assad et on voit bien qu'il reprend la main pratiquement partout. Randa Kassis, c'est bien ça, on a une armée syrienne très bien équipée et en face des fantassins qui se défendent avec leurs petites mains, mais ils sont tellement nombreux qu'ils arrivent à faire de la résistance? Oui, tout à fait, mais le problème c'est que chaque camp croit qu'il va gagner, qu'il y aura de toute façon, qui sera le gagnant après, bien sûr, après peut-être quelque temps. C'est ça le problème, il n'y aura pas de toute façon de gagnant. C'est ça ce qu'il faut savoir. L'unité nationale, elle est terminée en Syrie? L'unité nationale, de toute façon, la Syrie ne sera plus jamais comme la Syrie On d'avant. aura 2 pays minimum? Non, c'est pas 2 pays. C'est pour ça, pour éviter la partition de la Syrie, nous pourrons travailler. Il y a plusieurs points en Syrie. Alors, il faut savoir pourquoi ce régime, déjà, il est là, il est debout, il tient debout. Parce qu'il y a les minorités qui soutiennent ce régime. Pourquoi il le soutient? Pour plusieurs raisons, par crainte, pour leur sécurité, surtout avec l'expansion des fondamentalistes en Syrie et que la Syrie est devenue le pays de tous les fous d'Allah qui viennent pour combattre, pour faire leur djihad, ce qui est tout à fait normal, tout cela pousse les minorités à soutenir encore Bachar el-Assad. Alors, pourquoi ne pas avoir ou ne pas dealer avec les minorités? Pourquoi ne pas travailler sur un vrai projet? Un vrai projet, ça veut dire une autonomie autonomie régionale où il y a des minorités qui sont en majorité dans cette région-là sous le cadre d'un État fédéral. Moi, je ne vois pas la solution, à vrai dire. Une solution politique, elle doit être liée avec un projet pour des Syriens, pour toute la Syrie. Il y a un problème de confiance entre les Syriens, entre les communautés. À vrai dire, il n'y avait pas d'identité syrienne. L'histoire de la Syrie est datée de 1918, mais jusqu'à aujourd'hui, l'identité était très fragile. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors justement, il n'y a plus d'identité, il y a eu 100 000 morts. Franchement, une réconciliation, vous pensez que c'est possible? Vous pensez que demain, les chrétiens, les chiites peuvent aller embrasser? Non, pour cette raison, j'ai dit un État fédéral, une autonomie, parce qu'il n'y aura pas une réconciliation. Frédéric Ancel. Juste un point quand même. La notion de watan, de nation, une notion très forte en arabe, elle est quand même très ancienne en Syrie. Le Cham, donc la Syrie au sens de la grande Syrie de l'époque, qui incluait d'ailleurs le Liban et d'autres territoires, c'est quand même ce qui a permis à des pouvoirs forts, alors c'est vrai que souvent dictatoriaux pour l'essentiel, et notamment à Assad, père et fils aujourd'hui, de tenir quand même le pays. Là où je crois que ce qui a été dit est essentiel, c'est que vous avez une fracturation communautaire. En Syrie, vous avez une véritable mosaïque. Alors ça fonctionne à partir du moment où, évidemment, vous n'êtes pas par définition en guerre civile. Lorsque Bachar el-Assad, qui est un alaouite, donc qui est à la tête d'environ 10, peut-être 15% de la population alaouite, tous les alaouites n'étant d'ailleurs pas forcément favorables à Bachar el-Assad, mais globalement, avec quelques minorités, notamment les chrétiens, peut-être les druzes, Assad joue à fond. 35 oui, en tout, voilà, c'est à peu près ça. Voilà, ça en gros, c'est un tiers de minorité. Il joue à fond le soutien, évidemment, alors de son propre clan pour ce qui concerne les alouites, évidemment, et il joue sur la peur suscitée, et à juste titre, par les islamistes radicaux qui, à chaque fois qu'ils prennent le pouvoir sur un territoire entre guillemets libéré à leurs yeux, appliquent une charia intraitable. Et ça, Assad, il en joue bien. Et j'ai envie de dire que malheureusement, pour la poursuite des événements, ces minorités-là, à mon avis, continueront à soutenir indéfectiblement Assad parce qu'en face, c'est pire. Parce qu'il y a des les chrétiens, ils peuvent être
zigouiller, passez-moi l'expression. Non seulement les chrétiens, les Kurdes. Regardez ce qui se passe à la frontière avec la Turquie. Un certain nombre de Druzes, alors évidemment des Alaouites contre lesquels on va se venger. Je rappelle que les Druzes sont également l'une des branches du chiisme. Et aujourd'hui, pour les islamistes radicaux sunnites, Al-Qaïda, pour faire vraiment très court, ces gens-là sont des apostats. En attendant, on va pas. Bon, en ce moment, qui gaze, c'est plutôt Bachar el-Assad, apparemment. Est-ce que la solution, ça passe pas aussi avant tout par le départ de Bachar el-Assad dans le cadre, non pas d'une réconciliation, mais d'un apaisement de la situation? Ça fait 2 ans qu'un certain nombre de Syriens le demandent, qu'une partie de la communauté internationale, dont les Français, le demandent, et il est très impoli puisqu'il refuse. Donc, il considère qu'il est le président légitime de ce pays et il a envie d'y rester. Et personne n'arrive à le détrôner. C'est tout le problème. Tout le problème est là. C'est qu'au départ, vous avez en Syrie ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte, des protestations relativement pacifiques, d'une partie très pacifique d'ailleurs au départ, et le régime, de manière assez cynique, joue la politique du pire. C'est-à-dire que d'entrée, il joue la violence. Et il comprend bien qu'en jouant ça, il va radicaliser une partie de ses ennemis et une partie de ses amis aussi. Et donc il a délibérément plongé son pays dans la guerre civile. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une sorte de violence dans ces terres qui est incompréhensible pour nous. C'est-à-dire qu'il a joué ça. Il a joué la politique du pire et il a plongé ce pays. Or, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que l'opposition, et surtout l'opposition qu'on aime bien, c'est-à-dire les plus modérés, pas les gens d'Al-Qaïda, elle est incapable de gagner. Voilà, ça fait 2 ans qu'ils essaient, ça fait 2 ans qu'ils n'y arrivent pas. On a beau les aider, on a beau les entraîner, on a beau les financer, on a beau les soutenir, ils n'y arrivent pas. Non pas parce qu'ils ne sont pas bons, non pas parce qu'ils sont nuls, mais parce qu'en face, ils sont plus forts et qu'au sein même de l'opposition, il y a aujourd'hui des gens qui sont beaucoup plus radicaux, beaucoup plus déterminés. Et voilà. Et donc, on est dans une impasse. Robert Solé. Oui, alors, en plus, la Syrie, c'est pas seulement la Syrie, puisque ce conflit déborde. On l'a vu aujourd'hui même au Liban. Ce précieux Liban, qui a connu 2 voitures piégées dans les quartiers sunnites de Tripoli, qui ont fait de nombreux morts, de nombreux blessés, qui répondaient apparemment à d'autres voitures piégées dans les quartiers chiites de Beyrouth. C'est toute la région aujourd'hui. Il y a 2 grands conflits dans tout le Moyen-Orient. Et pour une fois, ce n'est pas le conflit israélo-arabe qui en est la raison. C'est quoi? Alors, il y a un premier grand conflit qui est sunnite contre chiite, qu'on voit partout, qu'on voit en Irak. L'Irak est au bord de la guerre civile aujourd'hui. Il y a plus de morts en Irak tous les jours qu'il y en a eu en Syrie, indépendamment de ce drame. L'Irak est au bord de la guerre civile. Et vous avez dans ce grand conflit sunnite-chiite des pays non arabes qui sont de la partie. L'Iran chiite, la Turquie sunnite, tout ce monde sans parler des monarchies du Golfe. Donc vous avez un premier conflit qui est sunnite-chiite. Mais vous avez un second conflit qu'on constate en Égypte, mais aussi en Syrie, à Alep. C'est un conflit entre musulmans. Un conflit entre partisans de l'islam politique, qu'on appelle les islamistes, avec toutes les gradations, depuis les fous furieux jusqu'aux plus modérés, et puis les musulmans qui ne sont pas islamistes. Et ce sont ces 2 conflits qui sont en train d'envahir toute cette région, et sur un volcan, est en ébullition. Et Israël regarde tout ça avec... Donc ce qui se passe en Syrie, vous dites malheureusement... C'est en germe un peu partout, aussi bien au Liban. En fait, cette bataille entre les laïcs et l'islam politique, cette bataille entre les sunnites et les chiites, finalement, on pourrait le retrouver dans d'autres pays musulmans. C'est-à-dire que là, c'est la Syrie qui déteint, qui déborde sur le Liban, a connu 15 années de guerre civile. Les Libanais seront peut-être assez sages pour éviter ça, mais ça les dépasse. La cause, elle n'est pas chez eux. Alors simplement, dans le Grand Maghreb, c'est-à-dire à l'ouest du Nil, donc en gros de l'Égypte jusqu'au Maroc, le clivage, il est surtout effectivement entre musulmans, parce qu'il n'y a pas de chiites. Donc là, on est vraiment entre sunnites. Le problème n'est pas politique contre laïque. Contre nationalisme ou conservateur. D'ailleurs, on peut très bien être musulman conservateur, mais refuser la mainmise d'un État qui serait effectivement islamiste au sens radical du terme. En revanche, au Mashrek, autrement dit à l'est du Nil, donc c'est Proche-Orient jusqu'à l'Irak, l'Iran et même au Pakistan, là, Robert Solé a parfaitement raison. Je crois que le clivage fondamental
fondamental aujourd'hui est extrêmement violent, guerrier, militaire. C'est le clivage entre sunnites et chiites avec ce qui renforce malheureusement cette guerre, c'est effectivement un usage ou une utilisation externe des différents adversaires sur le terrain. Et si vous dites dans cette région, le Mashrek, tout est entre sunnites et chiites, alors Israël, il faut qu'il choisisse son camp aussi, ou il navigue entre les deux, ou c'est hors équation? Alors, je dirais que pour l'instant, c'est hors équation. Ou peut-être Israël est dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire qu'on ne parle pas aujourd'hui, on ne parle plus du conflit israélo-arabe, certainement pas. Et alors encore un peu israélo-palestinien avec des négociations qui devraient plus ou moins reprendre. Mais le président palestinien Mahmoud Abbas a beaucoup de mal à attirer l'attention sur lui parce que pour l'instant, ce n'est pas là que ça se passe. Et j'ajoute un point très important, c'est que le conflit intra-syrien, le conflit sur lequel on va revenir, le conflit, les violences qui se sont produites en Égypte, de la même manière que la guerre Iran-Irak dans les années 80 ou celle du Yémen il y a encore 3 ans, non, rien à voir avec Israël, en tout cas avec le conflit israélo-palestinien. Et ça, je crois que c'est intéressant de voir à quel point le gouvernement israélien se tait, il n'intervient pas. Et petite pointe, c'est pas de l'humour, mais ironie du sort, les combattants de la liberté du printemps, on va dire du premier printemps arabe, il y a 2 ans et demi de cela, suppliaient les Israéliens de ne pas les soutenir. Parce qu'ils ne voulaient pas être considérés, évidemment, comme les agents du sionisme, entre guillemets. Alors, quelles sont les réactions internationales au massacre qui vient de se passer à Damas? Eh bien, réponse, aucune. Le Conseil général de l'ONU est bloqué, on le sait, à cause des vétos russes et chinois. Les Américains, qui pourtant avaient mis en garde contre l'usage d'armes chimiques en parlant de ligne rouge, eh bien, les Américains ne donnent aujourd'hui guère l'impression de vouloir s'engager. Et finalement, le pays le plus offensif, c'est peut-être la France, avec Laurent Fabius, qui brandit la menace d'une réaction de force. C'est un sujet de Laurent Saïda Diop. Toute utilisation d'armes chimiques, où que ce soit, par qui que ce soit, et quelles que soient les circonstances, violerait le droit international. Un tel crime contre l'humanité devrait avoir de graves conséquences pour celui qui l'a perpétré. Une nouvelle fois, j'appelle à une enquête immédiate portant sur les derniers incidents. Ban Ki-moon menace, réclame. Et pourtant, jamais la communauté internationale n'a paru si impuissante face au conflit syrien. Impuissante face à l'horreur d'hommes, de femmes et d'enfants, victimes d'un probable bombardement massif à l'arme chimique. Si tout cela était avéré, ce serait monstrueux. La France condamne de la façon la plus ferme le massacre de Damas. Toutes les lignes rouges ont été franchies. Les condamnations ont beau pleuvoir, l'ONU est littéralement paralysée. Réunis d'urgence mercredi, 30 pays ont réclamé une enquête immédiate. Mais c'était sans compter avec les vétos russes et chinois. Faute de consensus sur les mesures à prendre, les voix dispersées de chaque pays se font entendre. Laurent Fabius se veut le plus offensif. Vous dites toujours la même chose. Alors, si c'est avéré, nous, la position de la France, c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction. Qu'est-ce que ça veut dire, une réaction? Non pas d'envoyer des militaires sur le terrain. Sur le terrain, parce oui. que ça C'est impossible, c'est impossible. Bon, mais une réaction non seulement, bien sûr, de condamnation internationale, mais une réaction qui peut prendre une forme, je ne veux pas être plus précis, de force. Côté américain, le ton est plus mesuré. Il est surtout question de diplomatie. Toutes les options sont sur la table, à part l'envoi de troupes sur le terrain, que les choses soient claires. Cela a toujours été le cas et les discussions sur les étapes à suivre continuent au sein de l'administration. Contraste saisissant. Il y a à peine un an, Barack Obama tenait un discours beaucoup plus musclé, resté dans les mémoires. Nous avons fait savoir de façon claire au régime de Bachar al-Assad qu'il s'agissait d'une ligne rouge pour nous, que de commencer à voir des armes chimiques se déplacer ou être utilisées. Cela changerait mon calcul, cela changerait l'équation. Pour l'instant, l'équation reste la même. 2 ans et demi de combat, 2 millions de réfugiés syriens et 100 000 morts. États-Unis et Russie devraient se réunir mercredi prochain à La Haye pour discuter des moyens de mettre un terme à la guerre en Syrie. Alors, pourquoi Barack Obama, qui l'an dernier, il y a 1 an pile, je crois, disait c'est une ligne rouge, pas d'armes chimiques, et bien finalement, 1 an plus tard,
hop, la ligne rouge a disparu. Frédéric Ancel. Et en fait, il a peur d'y aller, quoi. Oui, oui, pardon de revenir à mon idée de tout à l'heure, mais on ne veut pas d'affrontement avec la Russie. Vladimir Poutine... je pensais que vous alliez me dire avec la Syrie. Non, vous me dites avec la Russie. Avec la Russie. Bachar el-Assad a prévenu à plusieurs reprises que s'il y avait intervention extérieure, d'abord il pouvait effectivement utiliser des gaz de combat, mais qu'il mettrait le feu à la région. C'était ses propres termes. Il le peut. Il dispose d'une capacité balistique, autrement dit de missiles, très importante pour frapper, par exemple, au hasard, ses voisins turcs, jordaniens et israéliens, 3 États alliés des États-Unis. Maintenant, vous imaginez ces alliés allant voir Washington, donc le grand allié, et allant lui demander une protection et donc par conséquent une riposte immédiate militaire contre Assad. Assad demande la même chose à Poutine et on a un véritable risque de déflagration. Personne n'en veut. Et Vladimir Poutine, à plusieurs reprises, a témoigné du fait que, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies et pas seulement, par l'approvisionnement permanent que j'évoquais tout à l'heure en armes et en matériel, que pour lui, le maintien de Bachar el-Assad, pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, est alors pour le coup, une ligne rouge. C'est la raison pour laquelle on recule. Alors pourquoi Israël et la Turquie n'interviennent pas? Là, ils ne feraient qu'une bouchée de Bachar el-Assad. Pardon, mais quel est l'intérêt pour Israël d'intervenir dans un conflit qui ne le concerne pas directement, d'une part, et d'autre part, est-ce que Assad est un voisin si épouvantable que ça pour l'État juif? Pas un voisin très sympathique, mais enfin, par rapport aux gens qui pourraient peut-être prendre le pouvoir non, mais c'est dans le cas où Bachar el-Assad mettrait le feu à la région. Il n'aurait pas besoin d'aller chercher les Américains, les Turcs et les Israéliens. Sur les causes de la non-intervention, enfin de la prudence excessive d'Obama, il n'y a pas que les Russes. Il y a aussi l'histoire américaine récente. Il y a l'Irak, il y a l'Afghanistan. Ils sont allés en Irak, ça a été une catastrophe absolue. C'est toujours une catastrophe absolue. Ils sont allés en Afghanistan, avec nous d'ailleurs. Et on en part tous en se disant ce qu'on a fait là-bas, c'est pas génial. Bon, et les Américains, la ligne politique qui domine à Washington, qui est relativement consensuelle, c'est de dire plus jamais ça. On ne refera pas des erreurs comme ça avant au moins une génération. C'est le même traumatisme qu'avait été le Vietnam. Donc il y a la décision de la société américaine. Les Américains ne veulent pas s'engager dans des conflits. C'est le peuple américain. Oui, c'est l'Amérique. L'Amérique ne veut pas s'engager dans une nouvelle guerre, dans un pays avec des musulmans, avec des terroristes, avec on ne sait quoi. Ils ne veulent plus entendre parler de ça. Voilà. Robert Solé. Là, ce qui se complique, c'est qu'on est dans une guerre civile. On avait réussi à entraîner, l'Europe avait réussi à entraîner les Américains en Bosnie. On avait réussi à les entraîner en Libye. Ils ne sont pas très contents. Et le problème, c'est qu'on est en Syrie devant une guerre civile. Et ce qu'on appelle la communauté internationale n'a pas encore des outils pour régler ce genre de problème. On a un droit de la guerre, depuis très longtemps. On connaît un droit de la guerre. Il y a des conditions internationales pour déclarer une guerre, pour faire la guerre, certaines conditions, ne pas dépasser certaines limites, les armes chimiques, etc., ou bien conclure la paix. Mais il n'existe pas dans le droit international un moyen d'intervenir dans une guerre civile. S'il n'y a que l'ONU, et l'ONU, comme on l'a dit, est bloqué, le Conseil de sécurité est bloqué par le veto russe, chinois éventuellement. Et donc, ce que fait l'ONU, alors on dit l'ONU ne fait qu'une chose, mais très efficace quand même, c'est le côté humanitaire. Et on le néglige. Et à mon avis, là, il y a eu quelque chose à faire. En Syrie. S'il y a quelque chose aujourd'hui à faire en Syrie, c'est développer cet aspect. C'est développer des couloirs humanitaires, des convois humanitaires, des zones d'exclusion. Mais parce que, alors là, on retombe sur, pour protéger par exemple le sud de la Syrie, les civils, il faut une zone d'exclusion aérienne. Et là, on retombe sur le problème militaire. Voilà. Et aussi, la zone d'exclusion aérienne veut dire que c'est une intervention militaire que la Russie n'acceptera pas. Et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut avoir des armes antimissiles. Tout à fait, parce que si le régime attaque ou essaye de bombarder, c'est un acte. Ils doivent riposter à ces bombardements-là. Ça fera vraiment un affrontement entre les deux. La Russie n'acceptera pas. C'est pas parce que elle tient beaucoup à Bachar el-Assad, mais elle l'a déjà dit. C'est quoi l'alternative? Le problème, c'est que les Américains ne donnent pas une alternative
qui convient les Russes aussi. C'est-à-dire, ils ont imposé une coalition qui est dirigée, je m'excuse de le dire, par deux pays de Golfe, le Qatar et l'Arabie saoudite. Il n'y a pas une politique syrienne, il n'y a que la politique saoudienne et qatarienne par l'opposition, tout à fait, que les Russes ne peuvent pas accepter une coalition pareille. Ils insistent et ils vont encore insister. Ils sont d'accord pour aller pour faire la conférence de Genève 2, mais ils veulent d'autres forces d'opposition qui sont beaucoup plus proches à la Russie que, bien sûr, plus proches aux autres. Ils veulent aussi leur force à eux. Chacun cherche ses propres intérêts dans cette région. Aujourd'hui, Moscou a quand même demandé à Bachar el-Assad ainsi qu'à l'opposition de coopérer avec l'ONU. D'habitude, Moscou soutenait toujours Bachar el-Assad. Là, elle demande quand même dans le cadre... Tout à fait, parce Alors, est-ce qu'il n'y a pas le début d'un lâchage quand même? Mais ça fait pas mal de temps. Moscou n'est pas très attaché à Bachar el-Assad. Comme les Alaouites ne sont pas très... Non, je dis, ils ne lâchent pas parce qu'ils n'ont pas l'alternative. Quand on a une alternative... C'est pas de l'amour, c'est de la raison. Voilà, tout à fait. Ils ne sont pas très doués pour créer une alternative. Il faut vraiment chercher une alternative qui peut être acceptable pour les Russes. Et de là, nous pourrons avancer. Mais sinon, ce n'est pas l'amour fou entre Bachar el-Assad et Poutine. Il y a aussi deux éléments. L'un structurel. Il faut bien se souvenir que la Syrie est alliée militairement à l'URSS puis à la Russie depuis 1951. Toutes les élites militaires syriennes, bien avant Hafez al-Assad, le père de l'actuel Bachar, partaient à Moscou faire leur Bachar el-Assad, il est allé en formation à Moscou? Bachar el-Assad, non, parce que c'était un ophtalmo qui était à Londres, parce qu'il a été rappelé d'urgence au moment où son grand frère, qui lui devait prendre le pouvoir, est mort d'un accident de la route en 94. Mais à la mort du coup de Hafez, son père, en 2000, c'est lui qui a été bombardé général et qui a pris le pouvoir. Et puis il y a du plus conjoncturel, l'affaire libyenne. Et ça, les Russes et les Chinois se sont mordus les doigts de nous les Occidentaux, de nous avoir laissé mettre fin au régime Kadhafi, ce qui n'était pas d'ailleurs prévu dans la résolution de mars 2011 à l'époque. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Ils considèrent qu'ils ont été trahis. Et puis, dernier point, les Russes ont très très peur de la pénétration de l'islamisme radical chez eux. On se souvient tout de même de la lutte en Tchétchénie, en Ingouchie et au Daghestan. Et on oublie trop souvent qu'un peu plus de 20 millions de musulmans vivent en Russie. Là, je vous parle même pas du Caucase. En Russie même, à l'intérieur du territoire historiquement russe, entre le Caucase et Moscou, si vous voulez. Et Poutine a très peur d'un effet tache d'huile qui sera d'ailleurs encouragé par le Qatar et l'Arabie saoudite. Vous savez, il y a quelque chose qu'on oublie toujours, c'est que la Russie est voisine de ce qui se passe en Syrie. La distance entre Alep et le Caucase, la frontière russe, c'est la même distance qu'entre Barcelone et Paris. C'est juste à côté. C'est juste à côté. Or, les Russes, le Caucase, pour eux, c'est extrêmement sensible. D'abord parce qu'ils vont y organiser les Jeux Olympiques. Ensuite parce qu'ils jouent du terrorisme, un terrorisme sunnite, c'est-à-dire le même que celui qui combat aujourd'hui en Syrie. Donc ils sont extrêmement sensibles à ce sujet. C'est pas quelque chose. On s'imagine toujours la Russie, pays de l'Est, pays du Nord. La Russie, c'est un immense pays qui est voisin de ce pays, beaucoup plus proche que nous le sommes nous. Et donc, ils ont une sensibilité très particulière. En plus, ils considèrent que la protection des chrétiens d'Orient, qui sont la plupart orthodoxes, les chrétiens d'Orient, s'inscrit dans cette vieille tradition russe. Poutine, voilà. L'utilisation d'armes chimiques n'est pas une ligne rouge. Non, mais il n'y a pas beaucoup de lignes rouges pour Poutine. Même avec ces armes chimiques. Il n'y a pas beaucoup de lignes rouges pour Poutine. C'est un cynique absolu. C'est un cynique absolu. C'est quand même pas lui qui les a fournis, les armes chimiques. Ah non, à l'origine, si. Mais les Syriens ont leur autonomie en matière de fabrication d'armes chimiques depuis la fin des années 80. Est-ce que le résultat de tout ça, ça veut dire que finalement, maintenant, les armes chimiques sont tolérées dans les conflits, puisque, après tout, Bachar el-Assad les utilise? Pas de réaction internationale. Il ne le dit pas, il ne le reconnaît pas. S'il le reconnaissait, s'il faisait un bras d'honneur à la communauté internationale, en arrivant ce soir à la télévision en disant, bon, écoutez les gars, oui, finalement, c'est moi, c'est mon régime, j'ai décidé d'employer des armes chimiques, et au fond, vous pouvez dire ce que vous voulez, j'en ai rien à braire. Là, ce serait une provocation qui entraînerait sans doute des conséquences, y compris de la Russie. Parce que les Russes n'ont pas du tout envie de voir des gens tirer des armes chimiques à tout bout de champ, un peu n'importe où. Juste un mot. En 88, à Halabja, donc dans le Kurdistan irakien, le dictateur Saddam Hussein, qui était à l'époque au pouvoir, n'a absolument pas hésité à utiliser des gaz de combat. Et il l'a dit? Il y a eu 5000... Alors,
Pour être honnête, il n'avait pas revendiqué, mais il n'a pas nié. Là, Bachar el-Assad, il nie catégoriquement. Personne, absolument aucune chancellerie n'avait à l'époque protesté. Combien de morts, vous disiez 5 000 civils, kurdes, à Halabja en 88. Non, un petit mot simplement à propos de la Russie, pour ajouter un mot à tout ce qui a été dit très justement sur la Russie. Il ne faut pas oublier que la Syrie est le seul pays aujourd'hui où la Russie a une base est présente dans le sud de la Méditerranée. Dans les années 60, la Russie était très présente au Moyen-Orient. Elle a été chassée de partout. Il n'y a plus que la Syrie de Assad. Et donc, c'est quand même très important pour elle de le soutenir. Et alors, la Russie, en fait, plus que face aux Américains, vous aviez l'air de dire, Randa Kassis, elle est face aux Qataris et face à l'Arabie Saoudite. En fait, c'est eux maintenant qui gagnent en influence dans cette région. Et les Américains sont partis, ils en ont assez de cette région où il n'essuie que des échecs. Et finalement, on a les sunnites de la péninsule arabique face aux Russes. Voilà face aux Russes. Face aux forces opposées. La Russie ne lâchera jamais la Syrie. Ça, c'est quelque chose, il faut qu'on soit conscient de ça. Elle ne lâchera pas la Russie, parce que c'est le dernier pays dans cette région-là. Elle ne lâchera pas. Vous, quand vous étiez petite, la Russie, pour vous, l'URSS, c'était le pays protecteur? Mais quand on est Syrien. Vous savez, là, les Syriens, si vous connaissez les Syriens, vous connaissez le régime et les Russes, ces soviets, tous les deux, ressemblent d'une manière pas possible. C'est la façon soviète, c'est l'éducation des vrais soviets. Alors oui, il y a une ressemblance entre le régime, je dis même pas le peuple, mais le régime et les Russes. Ils étaient quand même, ils ont eu leur leçon de la part des Russes. Ils envoyaient des étudiants. Il y avait pas mal d'étudiants. Il y a une communauté syrienne en Russie aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, il y a ce rapport-là, surtout que même, je ne vais pas ajouter, je suis tout à fait d'accord que la Syrie est le seul pays qui reste pour la Russie aujourd'hui. Elle ne lâchera jamais la Syrie pour cela, pour cette raison. Je crois Poutine ne peut quand même pas cautionner 100 000 morts comme ça. Vous pouvez nous rappeler le nombre de victimes civiles en Tchétchénie lors de la guerre civile, enfin lors de la répression en Tchétchénie? 200, 300, 400 000. Poutine était au pouvoir. Non, franchement, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure et ce que Dominique Merchet a dit. Je ne crois pas qu'il y ait de ligne rouge morale pour un Vladimir Poutine. Je crois que là, il faut être sérieux. Si les rapports de force devaient s'inverser radicalement sur place, alors peut-être qu'en dernier ressort, il lâcherait Assad pour quelqu'un d'autre, mais qui continuerait de le soutenir et notamment qui conserverait sa souveraineté sur le port de Tartous, qui est effectivement cette base. Sur une histoire de calendrier, parce qu'on va parler de l'Égypte dans quelques secondes, est-ce qu'on peut penser que Bachar el-Assad a profité, entre guillemets, des événements, des troubles en Égypte, en se disant ça va passer inaperçu, la communauté internationale en ce moment les yeux rivés sur le Caire? Robert Solé, ou bien c'est un hasard de calendrier? Chacun profite. Nous avons notre attention est continuellement détournée depuis plusieurs semaines d'un pays à l'autre. Cet après-midi, c'est le Liban. Il y a quand même un énorme attentat au Liban. Jean-Dominique Merchet. Oui, non, juste pour intervenir quand même sur ce qui concerne les Français. On a vu Laurent Fabius dire qu'il faut des solutions de force. Voilà. Alors, il faut vraiment se poser une question. Si on intervient, quand on intervient dans des conflits extérieurs, pourquoi le fait-on? Est-ce qu'on le fait pour changer la donne sur le terrain, ou est-ce qu'on le fait pour se mettre au clair avec sa conscience, parce qu'on se sent coupable et qu'on se dit il faut absolument faire quelque chose. Là, on est quand même plutôt dans cette hypothèse, j'ai l'impression. Au Mali, on est intervenu, on a réellement bien fait d'intervenir, et le résultat est très bon. En Libye, ça fait 2 ans. On a fêté cette semaine, dans l'indifférence totale, les 2 ans de la chute de Kadhafi. La Libye est dans un état catastrophique. Il y a eu entre 4 et 5 000 morts dans les violences depuis la chute de Kadhafi. Le pétrole ne s'exporte plus. Les assassinats politiques se multiplient. Donc, est-ce qu'on veut ça aussi? On s'est fait plaisir, on s'est vraiment fait plaisir. On a dit, on va tuer un dictateur et ensuite ce sera la démocratie. Est-ce qu'on veut refaire la même chose en Syrie? Il faut vraiment se poser des questions. Intervient-on pour l'intérêt des peuples ou pour sa conscience? Alors, en Égypte, Hosni Moubarak a été libéré hier et du coup, on peut avoir l'impression d'un retour à la case départ puisqu'on est à nouveau en Égypte avec un régime militaire au pouvoir, sauf que désormais, il s'agit du général Al-Sisi. Mais les frères musulmans, eux, sont pourchassés et la population semble finalement fort bien s'en accommoder. C'est un sujet d'Alice Malberg.
Après 2 ans et demi de détention, Hosni Moubarak sort de prison. C'est à bord d'un hélicoptère qu'il est transféré dans un hôpital militaire du Caire, où il sera assigné à résidence. La suite de son procès pour meurtre doit reprendre dimanche, mais les espoirs suscités par la chute de l'ancien Raïs sont aujourd'hui bien loin. À part cette vingtaine de soutiens, la sortie de l'ancien dictateur laisse le peuple égyptien dans une relative indifférence. Les soldats portés par la foule à la chasse aux islamistes. Depuis une semaine, le pays est plongé dans la crise et les violences. Les partisans du président déchu Mohamed Morsi sont traqués, comme ici à la mosquée Al-Fat, où 300 d'entre eux s'étaient réfugiés. Vous voyez ces criminels? Ils tirent sur des gens innocents, à l'intérieur d'une mosquée. Que Dieu nous protège. Dehors, des partisans des frères musulmans tirent sur les forces de l'ordre depuis le minaret de la mosquée. L'armée réplique. Sous les applaudissements, la police embarque les islamistes. Pour le gouvernement de transition, la rupture est définitivement consommée. Il ne peut pas y avoir de réconciliation avec ceux qui ont du sang sur les mains. Dès le lendemain, le nouvel homme fort, le général Al-Sisi, promet la réponse la plus énergique aux islamistes. Non, on n'acceptera pas la destruction du pays. Je ne menace personne. Quiconque imagine que la violence fera plier l'État et les Égyptiens doit revoir sa position. Promesse tenue. 2 jours plus tard, le guide suprême Mohamed Badi est arrêté avec ses 2 adjoints. Ils seront jugés dimanche. La direction des frères musulmans est décapitée. Mais elle a immédiatement nommé un nouveau guide spirituel. La confrérie reste déterminée. L'arrestation de Dr Badia, c'est quelque chose de là tout à fait bon, tout à fait entendu dans les climats de coup d'État et l'autorité de coup d'État. Déjà, elles ont kidnappé le premier président élu du pays, elles ont kidnappé pas mal de gens, donc kidnappé les chefs spirituels de la confrérie, c'est quelque chose quand même qu'on entendait même depuis longtemps. L'absence de ces guides n'empêche et ne change rien. Et il ne va jamais désorganiser quand même la confrérie. En réaction aux répressions, les États-Unis annulent un exercice militaire commun avec l'Égypte. Mais pas question pour l'instant de remettre en question l'aide militaire d'1,3 milliard de dollars à l'armée. Nous continuons de travailler avec les 2 parties pour aider autant que nous le pouvons afin de faciliter une réconciliation et mettre fin à la violence. Notre capacité à influencer ce qui se passe en Égypte est limitée. C'est aux Égyptiens de régler tout cela. De son côté, l'Union européenne a décidé de suspendre la livraison d'équipements de sécurité et menace de réexaminer son aide financière. Dans tous les cas, l'Arabie saoudite, qui craint la confrérie et redoute une crise égyptienne contagieuse au royaume, a promis de compenser toute diminution de l'aide occidentale. Alors, question Internet. La libération conditionnelle de Moubarak peut-elle entraîner d'autres troubles dans le pays? Robert Solé, on se souvient qu'il y a 2 ans, place Tahrir, il était honni Moubarak. Le peuple s'était soulevé contre lui. Oui, mais vous avez vu que son passage de la prison à la résidence surveillée n'a pas soulevé les foules, ni dans un sens ni dans l'autre. Moubarak ne compte plus vraiment. Moubarak n'a pas d'avenir politique. Les Égyptiens ont d'autres soucis, beaucoup plus immédiats. D'abord, ce grand conflit entre le pouvoir et les islamistes. Non seulement le pouvoir, mais des millions de personnes et les frères musulmans. Vous avez l'économie, l'insécurité. Donc je ne pense pas que Moubarak soit au centre de l'affaire. Et c'est vrai qu'il y a eu une coïncidence, peut-être pas une coïncidence d'ailleurs. Vous avez Morsi qui est en prison et Moubarak qui sort de prison pour aller en résidence surveillée. Tout le monde dit, donc l'Égypte revient au point de départ, on revient 3 ans, vous avez posé la question, 3 ans en arrière. Non, non. L'Égypte a changé. L'Égypte a profondément changé en 3 ans. Moubarak était général, je crois, non?
Moubarak a dirigé l'armée de l'air. Il était le commandant en chef de l'armée. Et aujourd'hui, on a général al-Sisi, c'est un autre général. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. En 3 ans, l'Égypte a changé en 3 ans. A changé vraiment. D'abord, les gens sont descendus dans la rue, ont appris à descendre dans la rue, et on le voit tous les jours, appris à revendiquer, n'ont plus peur. Il y a un bouillonnement dans cette société qu'on ne connaissait pas. Hein, ça, c'est... Deuxièmement, il s'est passé une chose extrêmement importante pour l'Égypte, mais aussi pour toute la région. C'est qu'on a eu un parti islamiste, le grand parti islamiste arabe, au pouvoir pendant 1 an, qui a échoué, qui a été chassé, on peut discuter de la façon dont il a été chassé, mais qui a été chassé du pouvoir. Ça, c'est un grand changement également. Et puis les Égyptiens ont testé tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'insécurité. Ils ont découvert l'insécurité dans un pays qui était très stable quand même. Alors, ils ont testé ce qui se passe dans le Sinaï. Il y a une guerre en cours. Vous avez l'air de dire, vous nous décrivez une situation assez rose, la situation. Pas du tout. Moi, ce qu'on voit, et c'est ce que critique la communauté internationale, c'est qu'il y a eu un coup d'État militaire, après les élections qui ont été gagnées par les frères musulmans. Et puis 2, il y a eu ce pouvoir militaire qui, la semaine dernière, a fait une répression où il y a eu 700 morts. Vu des capitales européennes, c'est très choquant. Et or, vous nous décrivez une Égypte où le peuple a pris le pouvoir et qui a connu presque une transition démocratique. J'étais en train de vous parler d'insécurité et de... Non, pas du tout. Je ne fais pas un tableau rose. L'Égypte vit une situation de tension forte, mais elle vit dans un climat aujourd'hui... Vous avez parlé du général Sisi et de Moubarak. Autant Moubarak n'a jamais été adulé par les foules. Ni haï d'ailleurs. C'est nouveau ça. Moubarak a gouverné 29 ans, c'était pas Nasser, c'était pas Sadat, c'était Moubarak. Moubarak n'a été ni adulé, ni haï, vraiment. Le général Sisi, aujourd'hui, les gens, c'est un peu le nouveau Nasser, c'est tout à fait différent. Pourquoi, alors ? Mais parce qu'il y a un climat nationaliste très fort qui règne aujourd'hui en Égypte, une sorte de coalition extrêmement forte et extrêmement nombreuse contre les frères musulmans, et qui est extrêmement remontée contre l'Occident. Et ça, c'est assez paradoxal, parce que parmi... Pourquoi remonter contre l'Occident? Alors, ils en veulent aux frères musulmans et à l'Occident. Oui, enfin, aux frères musulmans pour des raisons très précises. Bon, on les veut plus. À l'Occident, parce que l'Occident a condamné la répression des frères musulmans. A condamné modestement, parce que s'il s'était passé n'importe où, à Moscou, à Alger, à Istanbul, à Téhéran, ce qu'il s'est passé au Caire, c'est-à-dire que l'armée a ouvert le feu sur des manifestants, en a tué plusieurs centaines, presque 1 millier, mais ça aurait été l'insurrection médiatique et toutes les bonnes consciences. Tout le monde aurait dit, mais c'est affreux, qu'est-ce que c'est ce régime, ce général dictateur? Imaginez dans n'importe quel pays, imaginez déjà le scandale qu'a fait la répression un peu dure, mais qui n'a rien à voir avec celle qui s'est passée au Caire, à Istanbul, quand il y a eu les manifestations. Mais on a dit, mais ce président islamiste est un véritable dictateur, c'est atroce, la Turquie, machin. Il y a eu 5 morts, voilà, dans des bagarres un peu trop violentes. Là, ce sont des centaines de morts. Et l'Occident déplore, condamne un peu, mais dit oui, nous on va quand même pas couper l'aide. Et alors on a, comme vous le disiez, très justement. Comment vous l'expliquez ça? Mais parce que au fond, ça nous arrange qu'un militaire et une partie du peuple, peut-être majoritaire, mais en tout cas une partie du peuple, en tout cas majoritaire, il faut faire des élections pour le savoir. Oui. Si on veut savoir ce que pensent les Égyptiens. On voit à la télé qu'il y a le peuple. Oui, enfin, vous savez, à la télé, on est bien placé, nous journalistes, pour savoir qu'on filme ce qu'on veut. On n'a pas vu les familles des morts, on n'a pas vu les gens qui sont en prison, on n'a pas vu le président Morsi élu. Donc quand vous même. Attendez les élections. Attendons les élections, voilà. Une démocratie, c'est aussi parfois des élections. Donc, le peuple égyptien, l'année dernière, il s'est prononcé, il avait élu Morsi. On pouvait peut-être attendre qu'il y ait d'autres élections. Voilà. Eh bien, on va attendre les prochaines. Et en attendant, on passe tout de suite aux questions SMS et Internet. Les Jeux Olympiques de Sotchi ne pourraient-ils pas être boycottés par les Occidentaux? Et pourquoi?
ils n'ont pas peur quand même, les Russes, quand même, ils soutiennent un Bachar el-Assad qui devient épouvantable aux yeux des démocraties européennes et qui, en plus, gaze son propre peuple maintenant. Oui, mais c'est pas Poutine qui le fait. Je veux dire, Poutine, vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'on va pas en Syrie parce qu'il y a Poutine derrière. J'ai dit qu'on n'allait pas en Syrie parce que les Américains ne voulaient plus se remettre dans une affaire comme l'Irak Non, on peut toujours, écoutez, on peut aussi décider que nous n'allons faire des affaires du commerce, du sport qu'avec des gens propres, bien élevés et qui nous ressemblent. Voilà. On est allé faire les Jeux Olympiques à Pékin. Je ne suis pas persuadé que Pékin est un modèle de démocratie. On a besoin des Russes. On a besoin des Russes pour trouver des solutions politiques. Non, mais on a besoin. Oui, ça va. Mais bien sûr que ça va monter. Mais on a bien sûr parce qu'il réprime les homosexuels, parce qu'il soutient ceci, parce que cela, parce que les femmes, parce que. On a besoin des Russes pour trouver des solutions politiques. Donc il y a deux solutions. Soit on se fâche avec eux, et là les solutions politiques, on les aura pas. Soit on discute avec eux, et donc on va aussi faire un peu du ski et du patinage artistique avec eux, pour essayer de faire progresser les dossiers, parce qu'il n'y aura pas de solution contre les Russes dans une situation comme la Syrie. Bachar el-Assad a-t-il atteint le point de non-retour ? Ban Ki-moon a parlé de crime contre l'humanité, ce qui veut dire que s'il est maintenant, il peut passer à la Cour pénale internationale de La Haye, s'il est avéré que c'est lui ? Si. On n'a toujours pas établi, bien sûr. Oui. Voilà. Je crois que c'est une question qui, encore une fois, sort de la dimension morale. En géopolitique, malheureusement, ce n'est qu'une variable dans les prises de décision. C'est une question de rapport de force. Si un jour, par miracle, Assad devait perdre du terrain sur place, suffisamment pour que même Poutine et les Chinois le laissent tomber, alors oui, un jour, il pourrait se retrouver, s'il est démontré que c'est lui, effectivement, qui a procédé à l'usage interdit par les conventions de Genève de ces armes chimiques, il pourrait se retrouver devant une cour. Aujourd'hui, il y a toute une série de si, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne sont pas réunis. En un mot, parenthèse, pourquoi les Chinois soutiennent-ils Bachar el-Assad ? Les Russes, on a compris, mais les Chinois ? Alors très rapidement, les Chinois sont arc-boutés sur la sacro-sainte souveraineté, le respect de la souveraineté. Pour une raison d'ailleurs assez simple. On ne déboulonne pas les gens au pouvoir. Et ils détestent qu'on vienne leur chercher des poux au Tibet et au Xinjiang. Ça, ils ne le supportent pas. Puis deuxième point très rapide, globalement, sur le Proche-Orient, ils suivent les Russes depuis un certain nombre d'années. Quelle autre fin pour Bachar el-Assad que celle des autres dictateurs, Saddam Hussein ou Kadhafi ? Ça se terminera comme ça ? Nous ne pourrons pas savoir, à vrai dire, si demain il y aura une solution politique, une négociation avec le régime et on arrivera à la fin du mandat de Bachar el-Assad, il pourra partir, il pourra avoir un refuge. En Russie, ils n'en voudront pas, à vrai dire, ils n'en veulent pas. Ou se réfugier dans ce qu'on appelle le réduit alaouite. Le réduit, ça, je ne crois pas trop, à vrai dire, parce qu'il est quand même pas mal détesté par plusieurs alaouites. C'est ça ce qu'il faut dire. Il y a même Ali Haïdar, il y a 2-3 mois, qui a dit, voilà, s'il croit Assad, s'il croit qu'il va venir ici pour nous gouverner, eh ben, je suis en train quand même de préparer un trou pour lui, pour l'enterrer ici. Les révolutions arabes se résument-elles à des prises de pouvoir des islamistes intégristes ? Non. Pas encore. Le problème, c'est que l'alternative politique, malheureusement, elle est assez faible. Pourquoi ? Parce que dans l'ensemble du monde arabe, on a assisté, après la décolonisation, à 30, 40, 50 ans de dictature nationaliste. Il n'y avait pas, si vous voulez, on n'avait pas le droit de faire de la politique. Alors on en faisait où ? À la mosquée. Et en Europe de l'Est, la chute du communisme, il y a eu des démocraties immédiatement. On voit que c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas du tout la même chose. Ouais, je compare les fins de dictature. Le bloc soviétique était dirigé par l'Union soviétique. À partir du moment où l'Union soviétique a basculé, tout le monde a suivi. Le monde arabe, ce n'est pas un jeu de domino. Chaque pays est un cas particulier, on le voit bien, même s'il y a des influences. C'est pas du tout la même chose. Et l'effondrement du communisme, ça n'a pas été un chemin de rose, un chemin semé de rose. Vous avez eu la guerre en Yougoslavie, vous avez eu la guerre en Tchétchénie. Donc vous avez des centaines de milliers de morts. Et puis honnêtement, la Pologne, c'est pas la Bulgarie, ce sont pas des pays ou la Roumanie, ce sont pas des pays dirigés de la même façon, qui ont la même histoire. Donc, non, les comparaisons sont toujours compliquées. Je suis d'accord avec vous. Est-il vrai qu'il y a beaucoup d'islamistes proches d'Al-Qaïda dans l'opposition syrienne ? Oui. Quelle opposition ?
C'est ça la question aussi, quelle opposition. Alors, ceux qui combattent là, qui sont au port de bien Damas, sûr, qui se sont fait gazer. Bien sûr, les combattants, bien sûr. Il y a des brigades qui sont islamistes, il y a des djihadistes, il y a 800 personnes, d'ailleurs des djihadistes européens qui sont partis en Syrie. Il y en a, bien sûr, il y en a. Il y en a qui ont fait allégeance à Al-Qaïda, comme le EIL, l'État islamique de la Syrie et l'Irak. Oui, Jabhat al-Nusra, le front al-Nusra aussi. S'ils n'étaient pas là, vous pensez que ça ferait longtemps qu'on les aurait armés? Ils desservent terriblement la cause. Oui, mais à vrai dire, c'est trop tard. La communauté internationale a pris beaucoup de temps. Elle pouvait faire quelque chose dès le départ, peut-être négocier, mais même intervenir, peut-être c'était au début, au départ des contestations. Alors justement, que veut dire Fabius par réaction de force aujourd'hui? Il ne veut rien dire, à vrai dire, parce que la France ne va pas quand même intervenir toute seule de façon unilatérale. Aucun pays ne le fera, ça nous le savons très bien. Ça ne peut pas vouloir dire armer les rebelles, justement, qu'on aurait choisi? Mais c'est ça aussi, ce qui est irresponsable aussi d'armer les rebelles. Des groupes que nous ne maîtrisons pas, comment armer des rebelles. Ça fait des mois qu'on le fait. Jean-Dominique Ça fait des mois que nous armons les rebelles. Alors on le dit pas parce que c'est un peu secret, parce que voilà, mais ça fait des mois que les services occidentaux, américains, britanniques, français, sont à l'œuvre pour former, encadrer, armer, voilà. Mais pas les djihadistes ou bien si ça se trouve non, mais alors mais non, pas les djihadistes, nos alliés, nos alliés, les gens de l'armée syrienne libre. Alors évidemment, on prend des précautions parce que on ne sait pas exactement quand on commence à donner une arme où elle va dans quelle main elle va se retrouver. C'est pour ça qu'on ne donne pas, par exemple, d'armes antiaériennes parce que ça c'est vraiment trop dangereux. Mais évidemment qu'on fait, évidemment qu'il y a mais depuis des mois, il y a une coopération militaire clandestine qui est mise en place. Mais ça ne suffit pas, malheureusement. Assiste-t-on dans le monde à une radicalisation croissante contre les frères musulmans? Je dirais qu'il y a une réaction. Et notamment en Égypte, alors là c'est le paradigme, c'est l'exemple absolu, une réaction face à des Ikhwan, des frères, qui avaient parlé de social pendant des années, des dizaines d'années, et qui avaient parlé d'anticorruption. On a bien voulu les croire. Je rappelle quand même qu'il y a un an, plus de 65% des suffrages exprimés en Égypte le sont sur deux listes islamistes, les frères, et encore pire, les salafistes. Bien. Donc il y avait un très grand espoir. En une année, ils n'ont rien fait. Mais je n'exagère pas. Rien. Pas un projet, pas un plan d'action, notamment social. Or, aujourd'hui, l'Égypte, mais pas seulement l'ensemble du monde arabe, est travaillé par une absence de social. Les gens souhaitent pouvoir disposer de la dignité. C'est un mot qui est très à la mode, notamment au Maghreb depuis le printemps arabe, qu'on oublie trop souvent. On ne fait pas que de la politique. Le printemps arabe, ce n'est pas que politique, c'est aussi du social. Voilà qu'ils arrivent au pouvoir. Ils ne font rien d'autre que tenter de s'emparer définitivement et totalement du pouvoir et d'imposer la charia. Résultat, on les met dehors. Il reste une minute pour une question qui, je crois, pourrait nous prendre des années. Peut-on espérer un jour la paix au Moyen-Orient? Un jour, oui. C'est le un jour qui compte. Mais quel jour? Non, Robert la Solé, réponse franchement. est la verront pas, oui, bien sûr, on le souhaite tous et on sait parfaitement que ce n'est pas pour demain. C'est-à-dire, il faudra attendre de votre vivant, vous la verrez, la paix au Moyen-Orient? J'espère, j'en suis La paix existe déjà entre Israël et l'Égypte et Israël et la Jordanie. Hein. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Écoutez, on termine sur ce message de paix, c'est en tous les cas cette espérance. L'émission sera diffusée ce soir à 22h20. On se donne rendez-vous lundi pour un nouveau C'est dans l'air avec Yves Calvi. Merci de votre fidélité et à lundi.